L'hôpital de Sète baignait dans une lumière froide, presque irréelle, comme si le temps lui-même hésitait à avancer face à ce qui se jouait entre ces murs. Dans une pièce isolée, Astrid reposait, le regard perdu vers le plafond, consciente que chaque minute qui passait la rapprochait d'un destin qu'elle refusait d'accepter. Son corps guérissait, mais son esprit, lui, cherchait une issue. Dans le même temps, Victoire quittait le couloir pour répondre à un appel, le visage fermé, la voix maîtrisée malgré la tension qui lui nouait la gorge. Elle annonçait à Martin que l'état d'Astrid s'améliorait, que ses reins reprenaient progressivement leur fonction, et qu'elle pourrait quitter l'hôpital sous peu. Une information clinique, presque banale, mais qui portait en elle une conséquence bien plus lourde. Lorsqu'elle raccrocha, Victoire resta immobile quelques secondes, comme si ses pensées s'étaient figées entre deux réalités contradictoires. Elle savait que cette sortie imminente ne signifiait pas la liberté pour Astrid, mais son transfert vers la justice, vers une cellule, vers une vie enfermée. Et cette idée la heurtait plus qu'elle ne voulait l'admettre. C'est alors qu'elle rejoignit Chloé, qui l'attendait, inquiète mais attentive. Victoire lui expliqua calmement la situation, évoquant la procédure à venir, les garanties judiciaires, et surtout le fait que les soupçons qui pesaient sur elle seraient levés. Pourtant, au lieu de soulagement, une forme de malaise s'installa entre elles, comme une vérité qu'aucune ne voulait encore nommer. Peu à peu, le regard de Victoire se troubla, et sans vraiment s'en rendre compte, elle replongea dans un souvenir qu'elle avait longtemps enfoui. Ce moment précis où sa vie avait basculé, des années plus tôt, lors d'une colonie de vacances qui aurait dû rester anodine. Un souvenir qui revenait aujourd'hui avec une intensité presque douloureuse. À ce moment-là, Astrid n'était pas encore cette femme traquée, mais une adolescente impulsive, déterminée, prête à tout pour protéger les autres. Victoire se souvenait de la peur, de cette sensation d'être piégée, et de la présence oppressante d'un moniteur dont les intentions avaient rapidement franchi une limite inacceptable. Sans prévenir, Astrid s'était interposée, avec une violence presque instinctive, comme si elle refusait que l'injustice se répète sous ses yeux. Le geste avait été brutal, irréversible. Elle avait poussé l'homme par-dessus bord, et le silence qui avait suivi était resté gravé dans la mémoire de Victoire comme un cri étouffé. Pendant des jours, l'incertitude avait plané, jusqu'à ce que les autorités concluent à un accident. L'alcool et la drogue retrouvés dans le sang de la victime avaient suffi à clore l'affaire. Mais pour Victoire, la vérité était tout autre. Elle savait ce qu'Astrid avait fait. Et surtout, elle savait pourquoi elle l'avait fait. Dans le présent, ce souvenir prenait une dimension nouvelle, presque écrasante. Ce n'était plus seulement un acte du passé, mais une dette morale qui pesait sur chacune de ses décisions. Comment pouvait-elle rester spectatrice, alors que celle qui l'avait sauvée se retrouvait aujourd'hui au bord du gouffre ? Dans la chambre, Astrid observait chaque mouvement, chaque bruit, chaque passage dans le couloir. Son regard n'avait rien de résigné. Au contraire, il était animé par une détermination froide, celle de quelqu'un qui refuse de laisser son destin être dicté par les autres. Elle savait qu'elle n'avait plus beaucoup de temps. Lorsque Victoire entra pour vérifier ses constantes, un silence lourd s'installa immédiatement. Les gestes de la médecin étaient précis, professionnels, mais son regard trahissait une tension qu'elle ne parvenait plus à masquer. Astrid, elle, la fixait avec une intensité presque dérangeante, comme si elle cherchait à lire au-delà des apparences. Progressivement, Victoire lui confirma ce qu'elle savait déjà. Son état s'améliorait, une nuit de repos suffirait avant sa sortie. Une annonce qui, pour n'importe quel patient, aurait été rassurante. Mais pour Astrid, elle sonnait comme un compte à rebours, une échéance à laquelle elle refusait de se soumettre. C'est alors que tout bascula imperceptiblement. Astrid, dans un élan mêlé de peur et de lucidité, implora Victoire de l'aider. Pas avec des mots désespérés, mais avec une conviction presque calme, comme si elle avait déjà accepté les conséquences de sa demande. Elle ne voulait pas finir enfermée. Elle ne pouvait pas. Victoire resta figée face à cette requête. Son esprit oscillait entre la loi et la loyauté, entre son rôle de médecin et la dette qu'elle portait depuis des années. Elle tenta de se raccrocher à la raison, de convaincre Astrid de coopérer, de préparer sa défense, de croire encore à une forme de justice. Mais derrière ces mots, il y avait une faille. Une hésitation qu'Astrid perçut immédiatement. Et dans ce regard échangé, silencieux mais chargé de sens, quelque chose venait de se fissurer. Une frontière invisible venait d'être franchie, sans que l'une ou l'autre ne puisse encore en mesurer les conséquences. Pendant ce temps, dans le couloir, Nordine assurait sa garde avec rigueur, inconscient du drame intérieur qui se jouait à quelques mètres de lui. Pour lui, la situation était claire, simple, presque mécanique, surveiller, attendre, transférer. Il ignorait encore que cette routine allait bientôt être brisée. Dans la chambre, Astrid ferma brièvement les yeux,
comme pour rassembler ses forces. Lorsqu'elle les rouvrit, son expression avait changé. Il n'y avait plus de supplication, plus de doute. Seulement une décision, ferme, irrévocable. Elle n'attendrait pas qu'on décide à sa place. Et dans ce silence suspendu, tandis que Victoire quittait la pièce sans se retourner, Astrid comprit que le moment était venu. Non pas de fuir dans la précipitation, mais de préparer un geste précis, calculé, qui pourrait lui offrir une chance, même infime, d'échapper à ce qui l'attendait. Dehors, la vie continuait comme si rien n'avait changé. Les infirmiers circulaient, les patients parlaient à voix basse, et le soleil poursuivait sa course. Mais à l'intérieur de ces murs, une tension invisible grandissait, prête à éclater à tout instant, emportant avec elle bien plus que le simple destin d'une fugitive. À ce moment-là, Astrid demeura immobile quelques instants, comme si elle cherchait à contrôler chaque battement de son cœur. Rien dans son attitude ne laissait deviner ce qu'elle s'apprêtait à faire. Pourtant, derrière cette apparente tranquillité, son esprit fonctionnait avec une précision implacable, évaluant chaque détail, chaque seconde, chaque possibilité d'évasion. Dans le couloir, Nordine continuait sa surveillance avec sérieux, adossée au mur, les bras croisés, persuadé que la situation restait sous contrôle. Il n'avait aucune raison de douter. Astrid était affaiblie, sous observation, et surtout, isolée. Tout semblait indiquer qu'elle n'avait aucune chance de tenter quoi que ce soit. C'est alors qu'un premier élément vint perturber cette illusion de sécurité. Depuis sa chambre, Astrid appela, sa voix légèrement tremblante, évoquant une douleur soudaine, intense, presque insupportable. Elle parla de son dos, d'une tension violente qui l'empêchait de bouger, et demanda qu'un médecin intervienne rapidement. Nordine, surpris par la soudaineté de la situation, entra brièvement pour vérifier. Astrid joua son rôle avec une justesse troublante, crispant ses traits, retenant son souffle, donnant à sa douleur une crédibilité presque indiscutable. Il hésita à peine avant de prendre la décision d'aller chercher de l'aide. Dès qu'il quitta la chambre, un silence lourd retomba, mais cette fois, il n'était plus question d'attente. Astrid se redressa immédiatement, ses gestes rapides mais maîtrisés. La faiblesse qu'elle avait simulée disparaissait pour laisser place à une énergie tendue, presque nerveuse, alimentée par l'urgence. Sans perdre de temps, elle quitta la pièce, jetant un regard bref dans le couloir désert. Chaque pas était calculé, chaque mouvement précis. Elle savait qu'elle ne disposait que de quelques minutes, peut-être moins, avant que son absence ne soit remarquée. Et dans cet intervalle fragile, tout devait se jouer. Dans le même temps, elle pénétra discrètement dans une autre chambre, profitant de l'absence de la patiente. L'espace était calme, figé dans une routine hospitalière sans surprise. Mais pour Astrid, il représentait une opportunité inespérée. Elle repéra immédiatement des vêtements, une paire de lunettes, et les saisit sans hésitation. Quelques instants plus tard, son apparence avait changé. Rien d'extravagant, rien de spectaculaire, mais suffisamment pour brouiller les regards inattentifs. Elle n'était plus la patiente surveillée, mais une silhouette anonyme parmi d'autres, une présence qui ne suscitait ni alerte ni suspicion. Pendant ce temps, Nordine revenait en hâte, accompagnée d'un membre du personnel médical. Mais dès qu'il franchit le seuil de la chambre, un vide glacial s'imposa à lui. Le lit était désert, les draps à peine froissés, comme si la disparition s'était produite en un instant, sans laisser de traces. Un frisson lui parcourut l'échine. Il comprit immédiatement qu'il avait été dupé. Sans perdre une seconde, il alerta Victoire, sa voix tendue, presque incrédule face à l'ampleur de la situation. L'urgence venait de changer de nature, il ne s'agissait plus de surveiller, mais de retrouver. Victoire accourut, suivie de Chloé, le cœur battant, déjà consciente de ce qu'elle allait découvrir. Lorsqu'elle entra dans la chambre, son regard se posa sur le vide laissé par Astrid, et un mélange de stupeur et de lucidité l'envahit. Elle savait, au fond d'elle, elle avait toujours su que cela finirait ainsi. Dans le même temps, l'alerte se propagea rapidement dans l'hôpital. Les policiers furent prévenus, les issues surveillées, les couloirs parcourus dans tous les sens. Une tension palpable s'installa, transformant l'établissement en un lieu sous pression, où chaque visage devenait suspect, chaque mouvement observé. Dans le hall, Nordine, Victoire et Chloé se retrouvèrent, leurs regards scrutant la foule avec une intensité croissante. Les patients, les visiteurs, le personnel, tous devenaient des silhouettes à analyser, à vérifier, à interroger du regard. Mais Astrid semblait déjà avoir pris une longueur d'avance. Soudain, quelque chose attira l'attention de Victoire. Une démarche, une posture, un détail presque imperceptible mais familier. Elle tourna légèrement la tête, et là, au milieu des allées et venues, elle la vit. Astrid, transformée, mais reconnaissable pour qui savait vraiment regarder. Le temps sembla se suspendre.
Astrid descendait de l'ascenseur avec une assurance troublante, traversant le hall sans se presser, comme si elle appartenait naturellement à cet environnement. Elle n'essayait pas de fuir en courant. Au contraire, elle avançait avec calme, comme une évidence. Lorsqu'elle croisa le regard de Victoire, un échange silencieux eut lieu. Aucun mot, aucun geste brusque, mais une compréhension immédiate. Astrid esquissa un léger signe, presque imperceptible, une forme de reconnaissance, peut-être même de gratitude. Puis elle continua son chemin vers la sortie. À cet instant précis, tout reposait sur une décision. Victoire pouvait parler, alerter, intervenir. Elle en avait le pouvoir, et même le devoir. Pourtant, quelque chose en elle refusa de franchir ce pas. Le souvenir, la dette, le lien invisible entre elles, tout cela pesa plus lourd que la règle. Chloé, à ses côtés, perçut cette hésitation. Elle aussi comprit ce qui se jouait, cette seconde suspendue où tout pouvait basculer. Et sans vraiment réfléchir, elle choisit de suivre le mouvement, de ne rien dire, de ne pas intervenir. Un choix silencieux, mais aux conséquences immenses. Ainsi, sous leurs yeux, Astrid franchit les portes de l'hôpital. La lumière extérieure l'engloutit progressivement, comme si elle disparaissait dans un autre monde. Et avec elle, s'éloignait aussi une part de vérité, une part de justice, laissée volontairement derrière. Dans le même temps, Nordine continuait de chercher, ignorant encore qu'il venait de passer à quelques mètres de sa cible. Lorsqu'il se retourna vers Victoire, son regard cherchait des réponses, des indices, une direction. Mais il ne trouva que des visages fermés, des silences trop lourds pour être innocents. À cet instant-là, une ligne venait d'être franchie. Victoire et Chloé n'étaient plus de simples témoins. Par leur silence, par leur inaction, elles venaient de devenir complices d'une fuite. Et même si aucun mot n'avait été prononcé, le poids de ce choix allait désormais les suivre. Pendant ce temps, ailleurs, loin de cette tension dramatique, une scène bien différente se préparait. Au Spoon, Sébastien et Marianne cherchaient simplement à profiter d'un moment de répit, inconscients que, à quelques kilomètres de là, un événement venait de bouleverser l'équilibre fragile de plusieurs vies. Mais comme souvent à 7, même les instants de légèreté finissaient par révéler des tensions plus profondes. Et chez les Perrault, les conflits n'étaient jamais bien loin, prêts à surgir au moindre prétexte, transformant une simple journée en une confrontation inattendue. Pendant ce temps, au Spoon, l'atmosphère semblait à des années-lumière de la tension qui régnait à l'hôpital. Le soleil baignait la terrasse d'une lumière douce, et pour une fois, Sébastien et Marianne s'accordaient un moment de pause, comme s'ils tentaient de suspendre le rythme effréné de leur vie respective. Pourtant, même dans cette parenthèse, quelque chose restait en suspens. Très vite, leur envie de profiter de la journée les mena vers une idée simple, se rendre chez Raphaël et Martin pour utiliser la piscine. Une décision légère, presque anodine, mais qui allait rapidement révéler ce qui, chez les frères Perrault, ne cessait jamais vraiment de s'apaiser. Car derrière les apparences, les tensions demeuraient toujours prêtes à ressurgir. Lorsqu'ils arrivèrent sur place, une première surprise les attendait déjà. La piscine n'était pas libre. Marguerite et Daniel s'y trouvaient, plongés dans une séance d'aquagym dirigée par Benny. Une scène presque comique, où chacun tentait de suivre des mouvements synchronisés dans une eau trop calme pour contenir autant de personnalités opposées. Dans le même temps, Sébastien observa la scène avec une curiosité mêlée d'amusement. Malgré lui, une impulsion le poussa à participer, comme s'il cherchait à s'intégrer, à partager un moment avec son frère, même de manière indirecte. Mais chez lui, ce genre d'initiative n'était jamais dénué d'arrière-pensée, ni de susceptibilité. Très rapidement, l'équilibre fragile de l'activité commença à vaciller. Les gestes devinrent maladroits, les regards se firent plus insistants, et les remarques, d'abord anodines, prirent une tonalité plus piquante. Entre Daniel et Sébastien, le moindre détail devenait un prétexte à la confrontation, comme si chacun cherchait inconsciemment à provoquer l'autre. C'est alors que la situation dégénéra véritablement. Une remarque de trop, un geste mal interprété, et soudain, l'espace de détente se transforma en terrain d'affrontement. Les deux frères, incapables de contenir leurs émotions, laissèrent éclater une rivalité ancienne, profondément ancrée, que ni le temps ni les circonstances n'avaient réussi à apaiser. Autour d'eux, l'ambiance changea brutalement. Benny, dépassé par la situation, tenta d'intervenir, mais ses efforts restèrent vains face à la montée de tension. Finalement, il dut renoncer, abandonnant l'idée de maintenir une activité qui n'avait plus rien de collectif. L'aquagym n'était plus qu'un prétexte effondré sous le poids des rancœurs. Dans le même temps, Marianne observait la scène avec un mélange d'exaspération et de lassitude. Elle connaissait trop bien ces dynamiques pour être réellement surprise. Chez les Perrault, les conflits n'étaient jamais de simples disputes passagères.
Ils étaient le reflet d'une histoire familiale complexe, faite de non-dits, de comparaisons et de blessures jamais totalement refermées. Pourtant, derrière cette violence apparente, une autre réalité persistait. Malgré leurs affrontements répétés, Sébastien et Daniel restaient liés par quelque chose de plus fort que leur désaccord. Une forme d'attachement indéfectible, presque invisible, mais qui se manifestait dans les moments les plus inattendus. Un peu plus tard, lorsque le calme sembla revenir, la tension laissa place à un silence pesant. Daniel, resté dans l'eau, tenta de reprendre ses esprits, mais une douleur soudaine le surprit. Une crampe, brutale, l'immobilisa, transformant son visage en un masque crispé où se mêlaient surprise et inquiétude. Sans réfléchir, Sébastien réagit immédiatement. Le conflit, encore brûlant quelques instants plus tôt, s'effaça comme s'il n'avait jamais existé. Il tendit une frite à son frère, l'aida à se stabiliser, puis à regagner le bord de la piscine. Chaque geste était précis, instinctif, presque naturel, comme si leur lien reprenait le dessus sans effort. Dans ce moment suspendu, quelque chose changea subtilement. Daniel, une fois hors de l'eau, leva les yeux vers son frère, et dans son regard passa une reconnaissance sincère, dépourvue de toute ironie. Un simple remerciement, discret, mais chargé d'une émotion qu'il ne savait pas exprimer autrement. Sébastien, de son côté, resta silencieux, comme s'il refusait de donner trop d'importance à cet instant. Pourtant, au fond de lui, il ressentait ce basculement. Cette capacité à passer de la confrontation à la solidarité en un instant, qui définissait leur relation plus que tout le reste. Pendant ce temps, autour d'eux, la vie reprenait lentement son cours. Les tensions s'apaisaient, les discussions reprenaient, et l'incident semblait déjà appartenir au passé. Mais ce qui venait de se produire laissait une trace invisible, une preuve que derrière les conflits, un équilibre fragile continuait de tenir. Dans le même temps, ailleurs à Sète, une autre forme de manipulation prenait place, plus silencieuse, plus calculée. Là où les frères Perrault laissaient éclater leurs émotions sans filtre, Philippine, elle, avançait avec méthode, transformant chaque situation en opportunité, chaque faiblesse en levier. Car dans l'ombre des événements qui secouaient la ville, d'autres drames, plus discrets, continuaient de se jouer. Et pour Violette, ce qui semblait n'être qu'une journée ordinaire allait rapidement devenir une épreuve où sa propre volonté serait mise à l'épreuve, sans qu'elle en ait réellement conscience. Dans le même temps, à l'écart du tumulte de l'hôpital et des tensions familiales des Perrault, Violette restait enfermée dans une inertie silencieuse, comme coupée du monde extérieur. Sa chambre était devenue un refuge, mais aussi une prison, où chaque pensée tournait en boucle autour du procès qui l'attendait. Elle n'avait plus la force de se projeter, ni même de trouver une raison de se lever. Face à elle, Philippine observait cette apathie avec une inquiétude mêlée d'impatience. Elle ne supportait pas de voir sa fille s'enfoncer dans cette passivité, mais au lieu de chercher à comprendre réellement ce qu'elle ressentait, elle se concentra sur une solution plus directe, plus pragmatique, presque stratégique. Pour elle, il fallait agir, coûte que coûte. C'est alors qu'elle tenta une première approche, encourageant Violette à sortir, à prendre l'air, à se confronter à la réalité. Elle évoqua la possibilité d'un travail d'été, d'une distraction qui pourrait détourner son esprit de ses angoisses. Mais face à ces propositions, Violette resta immobile, comme si chaque mot glissait sur elle sans jamais l'atteindre. Dans ce silence, Philippine comprit que la persuasion ne suffirait pas. Elle devait trouver un autre levier, une manière plus subtile de provoquer un changement. Et c'est précisément ce qui l'amena, un peu plus tard, à la Paillote, où une conversation inattendue allait lui offrir l'opportunité qu'elle cherchait. À ce moment-là, Sophia et Manon échangeaient à voix basse, évoquant leurs projets, leurs regrets, et surtout cette absence imprévue qui empêchait Sophia de profiter de vacances en famille. Le ton était sincère, teinté d'une légère frustration, mais sans gravité apparente. Pourtant, pour Philippine, chaque mot devenait une information précieuse. Sans intervenir directement, elle écouta attentivement, laissant se dessiner dans son esprit une idée qui prit rapidement la forme d'un plan. Elle ne cherchait pas seulement à aider Violette. Elle voulait la pousser, la contraindre presque, à sortir de son isolement, quitte à manipuler légèrement la réalité. Peu de temps après, elle rentra chez elle, le regard déterminé, prête à mettre en œuvre ce qu'elle avait imaginé. Face à Violette, elle adopta un ton mesuré, contrôlé, mais chargé d'une urgence fabriquée. Elle lui parla d'un imprévu, d'une situation familiale concernant Sophia, qui nécessitait un remplacement immédiat. Violette, encore engourdie par ses pensées, mit quelques secondes à comprendre ce qu'on lui demandait réellement. L'idée de devoir sortir, de prendre une responsabilité, de se confronter à d'autres regards, la déstabilisait profondément. Mais en même temps,
Il y avait dans cette demande une forme de nécessité qui ne lui laissait pas vraiment le choix. Progressivement, quelque chose céda en elle. Non pas un élan de motivation, mais plutôt une résignation lucide. Elle accepta, presque malgré elle, comme si refuser aurait été plus difficile encore que d'affronter la situation. Ce choix, en apparence simple, marquait pourtant un tournant discret dans son état d'esprit. Pendant ce temps, à la Paillote, l'arrivée de Violette fut accueillie avec une surprise mêlée de satisfaction. Élie et Marceau, ravis de cette solution inattendue, virent en elle une opportunité de maintenir l'équilibre de leur organisation. Ils ne percevaient pas les mécanismes qui l'avaient amené là, ni les doutes qui continuaient de l'habiter. Dans cet environnement nouveau, Violette se sentit d'abord étrangère, presque déplacée. Chaque regard, chaque interaction lui semblait amplifiée, comme si elle était constamment observée. Pourtant, au fil des minutes, une légère adaptation se produisit. Rien de spectaculaire, mais suffisamment pour lui permettre de rester. Dans le même temps, Sophia profitait d'une situation qu'elle n'avait pas réellement provoquée, mais qu'elle acceptait avec soulagement. Libérée de ses obligations, elle pouvait enfin envisager de passer du temps avec sa famille, loin des tensions et des responsabilités. Une pause bienvenue, presque inattendue. Cependant, cette répartition des rôles n'était pas sans conséquences. Nordine, restée à 7, continuait d'assumer ses fonctions, sans savoir que plusieurs événements s'étaient enchaînés autour de lui. Entre la fuite d'Astrid et les dynamiques familiales qui évoluaient, il se retrouvait au centre d'un réseau de situations qu'il ne maîtrisait pas encore. Ainsi, tandis que chacun avançait dans sa propre trajectoire, une forme d'équilibre fragile se dessinait. D'un côté, une fuite qui remettait en cause la justice, de l'autre, des choix personnels dictés par la peur, la fatigue ou la manipulation. Et au milieu de tout cela, des personnages qui tentaient, chacun à leur manière, de garder le contrôle. Mais comme souvent à 7, cet équilibre n'était qu'une illusion. Car derrière chaque décision, chaque silence, chaque mensonge, se préparait déjà une conséquence. Et bientôt, ce qui semblait n'être qu'un enchaînement de petits événements allait révéler toute sa portée. Dans le même temps, une tension sourde commençait à s'installer autour de Victoire et Chloé, comme une conséquence inévitable du choix qu'elles venaient de faire. Ce silence qu'elles avaient partagé dans le hall de l'hôpital ne les quittait plus, s'imposant désormais dans leurs pensées comme une vérité impossible à ignorer. Victoire, en particulier, ressentait le poids de sa décision avec une intensité croissante. Ce n'était plus seulement une question morale, mais une fracture intérieure. Elle savait qu'en laissant Astrid partir, elle avait trahi son rôle, mais en même temps, elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle avait simplement rendu ce qui lui avait été donné autrefois. De son côté, Chloé tentait de rationaliser ce qui s'était passé, cherchant à se convaincre que leur silence n'était qu'un instant d'hésitation, une faiblesse passagère. Pourtant, plus elle y réfléchissait, plus elle comprenait que ce moment avait tout changé. Elle n'était plus extérieure à l'histoire d'Astrid. Elles en faisaient désormais partie. Pendant ce temps, à l'hôpital, l'agitation ne retombait pas. Les équipes continuaient de fouiller les lieux, les témoignages étaient recueillis, les procédures enclenchées. Nordine, au cœur de ce dispositif, avançait avec détermination, mais aussi avec une frustration grandissante. Il savait que quelque chose lui échappait. Peu à peu, des incohérences apparurent. Des détails infimes, presque insignifiants pris isolément, mais qui, une fois assemblés, dessinaient une image troublante. Le timing de la fuite, la précision de la diversion, et surtout, cette sensation persistante que quelqu'un, quelque part, avait laissé faire. C'est alors que son regard se posa à nouveau sur Victoire. Rien de concret, rien de tangible, mais une impression. Une retenue, une distance, comme si elle portait en elle une information qu'elle ne partageait pas. Nordine n'osa pas formuler ses doutes, mais ils s'installèrent en lui, insidieusement. Dans le même temps, Chloé ressentit ce changement d'atmosphère. Elle perçut le regard de Nordine, cette manière qu'il avait d'observer sans poser de questions, comme s'il attendait que la vérité vienne d'elle-même. Cette pression silencieuse accentuait son malaise, rendant chaque interaction plus lourde. Victoire, quant à elle, tentait de maintenir une apparence normale, se réfugiant dans son rôle de médecin, dans des gestes techniques, dans des routines qu'elle connaissait parfaitement. Mais même là, quelque chose avait changé. Chaque acte lui semblait désormais chargé d'un double sens, d'une culpabilité qu'elle ne pouvait plus ignorer. À ce moment-là, une question commença à émerger entre elles, sans jamais être formulée clairement. Jusqu'où était-elle prête à aller pour protéger ce secret? Car ce n'était plus seulement le silence qui les liait, mais la possibilité que la vérité éclate, entraînant avec elle des conséquences bien plus graves. Pendant ce temps, Astrid, désormais loin de l'hôpital, avançait dans un autre monde, libérée mais traquée.
Chaque pas qu'elle faisait était une victoire fragile, une tentative de reprendre le contrôle sur une vie qui lui échappait depuis trop longtemps. Mais elle savait que cette liberté n'était qu'un sursis. À 7, les fils de plusieurs histoires commençaient à se croiser sans que les personnages en aient pleinement conscience. Les tensions familiales, les manipulations discrètes, les décisions prises dans l'urgence, tout cela formait un réseau invisible où chaque choix influençait le suivant. Dans ce contexte, Nordine poursuivait son enquête avec une détermination renouvelée. Plus il avançait, plus il sentait que la vérité ne se trouvait pas uniquement dans les faits, mais aussi dans les silences, dans les regards évités, dans ces moments où quelqu'un choisissait de ne pas agir. Peu à peu, une intuition s'imposa à lui. La fuite d'Astrid n'était pas seulement le fruit de sa propre ruse. Elle avait bénéficié d'un espace, d'un instant, d'une absence d'intervention qui ne pouvait être totalement accidentelle. Et cette idée, une fois installée, ne le quitta plus. Dans le même temps, Victoire sentit que cet équilibre fragile commençait à se fissurer. Elle comprit que le véritable danger ne venait pas seulement de l'extérieur, mais de l'intérieur même de leurs décisions. Car ce qu'elles avaient choisi de taire risquait désormais de les exposer bien davantage que si elles avaient parlé. Chloé, de son côté, oscillait entre loyauté et peur. Elle voulait protéger Victoire, protéger ce lien qui les unissait, mais elle ne pouvait ignorer les conséquences possibles. Si la vérité venait à éclater, tout pourrait s'effondrer, leur réputation, leur liberté, leur place dans la communauté. Ainsi, dans un silence de plus en plus lourd, les lignes continuaient de bouger. Chaque personnage avançait, convaincu de ses choix, sans mesurer pleinement l'onde de choc qu'ils allaient provoquer. Et au cœur de cette tension grandissante, une certitude s'imposait lentement, rien ne resterait caché éternellement. À ce moment-là, un calme trompeur semblait s'installer sur Seth, comme si la ville retenait son souffle après les événements récents. Pourtant, sous cette apparence paisible, chaque personnage portait en lui les traces d'un basculement invisible, un point de rupture qui, tôt ou tard, allait refaire surface avec une force décuplée. Victoire, de son côté, se retrouvait face à elle-même, incapable de fuir plus longtemps ce qu'elle avait fait. Le souvenir d'Astrid quittant l'hôpital, ce regard échangé, cette décision silencieuse, revenait sans cesse, comme une boucle dont elle ne parvenait pas à sortir. Elle comprenait désormais que ce choix ne pourrait jamais être effacé. Dans le même temps, Chloé tentait de préserver une normalité fragile, s'accrochant aux gestes du quotidien comme à une encre. Mais chaque interaction, chaque regard croisé, lui rappelait que quelque chose avait changé. Elle n'était plus seulement spectatrice des drames qui secouaient Seth. Elle en était devenue actrice, malgré elle. Pendant ce temps, Nordine avançait dans son enquête avec une lucidité nouvelle. Les pièces du puzzle ne s'assemblaient pas encore parfaitement, mais une direction se dessinait. Il sentait que la vérité se trouvait à proximité, dissimulée non pas dans les faits évidents, mais dans ces zones d'ombre que personne ne voulait éclairer. Peu à peu, son intuition se renforçait. Ce n'était pas une preuve, mais une sensation persistante, presque instinctive, que certains choix n'avaient pas été dictés par le hasard. Et cette idée, une fois installée, transformait son regard sur ceux qui l'entouraient, y compris sur ceux en qui il avait confiance. Dans le même temps, Astrid poursuivait sa fuite, consciente que chaque minute gagnée était une victoire fragile. Elle n'avait pas de plan précis, pas de destination claire, seulement cette volonté de rester libre, coûte que coûte. Mais au fond d'elle, elle savait que cette liberté était précaire, suspendue à un fil. À cet instant précis, toutes les trajectoires semblaient converger vers une même réalité. Les choix individuels, aussi discrets soient-ils, avaient déclenché une chaîne de conséquences irréversibles. Rien ne pouvait revenir en arrière. Chaque silence, chaque mensonge, chaque décision pesait désormais sur l'équilibre de tous. Dans le même temps, Violette continuait d'avancer dans un environnement qu'elle n'avait pas choisi, découvrant peu à peu une autre facette d'elle-même. Ce qui avait commencé comme une contrainte devenait, sans qu'elle s'en rende compte, une forme de reconstruction. Mais cette évolution restait fragile, dépendante d'un équilibre encore instable. Autour d'elle, les regards changeaient, les interactions se modifiaient subtilement. Elle n'était plus seulement celle qui subissait, mais celle qui participait, qui agissait, même timidement. Et dans cette transformation silencieuse, une nouvelle dynamique prenait forme, ouvrant la voie à d'autres possibles. Pendant ce temps, Sophia profitait d'un répit qu'elle n'avait pas anticipé, retrouvant un espace de respiration au sein de sa famille. Mais cette pause, aussi bienvenue soit-elle, reposait sur un mensonge qu'elle ignorait encore. Et comme tout mensonge, il portait en lui la promesse d'un retour brutal à la réalité. À 7, les fils invisibles reliant chaque personnage continuaient de se tendre, créant une toile complexe où chaque action avait une répercussion. Rien n'était isolé.
Tout s'inscrivait dans un mouvement plus large, où les destins individuels se croisaient, s'influençaient, parfois sans même s'en rendre compte. Dans ce contexte, une évidence s'imposait peu à peu. La fuite d'Astrid n'était pas seulement un événement ponctuel, mais le point de départ d'un déséquilibre plus profond. Elle révélait des failles, des loyautés cachées, des conflits intérieurs qui, jusqu'alors, restaient dissimulés. Victoire, en particulier, se trouvait au centre de cette tempête silencieuse. Son choix, dicté par le passé, allait désormais définir son avenir. Elle ne pouvait plus prétendre être neutre, ni même objective. Elle avait pris parti, et cette prise de position allait nécessairement avoir un prix. Chloé, quant à elle, comprenait que son rôle ne s'arrêtait pas à cet instant partagé. Elle avait suivi Victoire dans ce silence, et ce geste la liait désormais à elle d'une manière irréversible. Ensemble, elles portaient un secret qui pouvait tout faire basculer. Nordine, sans le savoir encore, s'approchait de ce point de convergence. Chaque indice, chaque intuition le rapprochait de la vérité, et avec elle, du moment où il devrait confronter ceux qu'il soupçonnait. Une confrontation qui, inévitablement, mettrait à l'épreuve les liens qu'il entretenait avec eux. Ainsi, alors que la nuit tombait à nouveau sur Seth, une tension nouvelle s'installait, plus profonde, plus insidieuse. Rien n'explosait encore, mais tout semblait prêt à le faire. Et dans ce silence chargé d'attente, chacun avançait, convaincu de pouvoir encore contrôler ce qui, en réalité, leur échappait déjà. Car dans cette histoire, comme dans tant d'autres à Seth, ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui bouleversent les vies, mais les choix qui les précèdent. Et désormais, ces choix avaient été faits.